Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi la valeur ajoutée est au cœur du nouveau modèle de développement? Sur quel secteur devons-nous agir pour mettre à profit ce principe valeur ajoutée crié sur les toits? Avons-nous, nous Marocains, ce réflexe de rajouter de la valeur aux êtres et aux choses? Et notre industrie dort-elle sur ses lauriers ou ses machines? Adopte-t-elle le principe de l'efficience ou de l'insouciance? Et nos ingénieurs comprennent-ils les défis de demain ou sont-ils défaits de toute initiative? Que faisons-nous de nos réserves, de nos matières premières? Et notre phosphate, comment se porte-t-il? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ma toute jeune invitée, Fatem Zahra Mouchi, jeune ingénieure de 25 ans en Process Engineering. Elle nous dira ce que c'est plus tard. Donc en attendant de donner la parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Partons de ce qui prend sur les têtes actualisées, de ce permissif, qui se laisse imbiber de par ce flux de vocalises tendancieux qui piquent au vif, ou plutôt de ce qui éclaire notre gouverne sur des choses qui tiennent, qui biaisent la route du knowledge. Oui, un anglicisme, n'en déplaise aux orthodoxes. Ce n'est pas de ma faute si les Anglais se sont accaparés le savoir. Passons, oui, il est des actualités utiles qui vous mettent sous nez un screenshot d'un Maroc valeur aujourd'hui. C'est le cas du nouveau modèle développement qui met l'œil là où les choses vont de travers. Que ces travers soient à l'endroit, se déciment avant 2035. De ces travers levés, chiffrés, tracés, éradiqués du moins de tête, car le comment reste posé. Mettons le paquet sur un élément de taille, la valeur ajoutée. Si l'ajout dans notre culture, adage à l'appui, n'est pas en odeur de sainteté, puisque celui-ci serait le propre de la folie, soyons fous le temps de régler nos travers d'ici 2035. Avec l'aide du ciel, ce beau vice prendra. Si nous tendons l'oreille pour que cœur s'en suive à ce nouveau modèle de développement, ce n'est pas pour rien y mettre. Mettons-y un tant soit peu de folie, si tant est qu'il y ait toujours, selon Nietzsche, un peu de folie dans la raison. Si le nouveau modèle de développement pointe les insuffisances de notre valeur ajoutée, nommément industrielle, si tant est qu'on puisse la porter au double d'ici la fin du monde, quel champ d'application cette valeur ajoutée pendue à toutes les langues automatiques? Oui, il en est, serait concerné. Avec un peu de culture, ou de curieux, puisque c'est le vice qui nous importe ici, nous savons que le Maroc repose plutôt qu'il ne dort sur 70%, je vais y arriver, sur 70% des réserves de phosphate de par le monde, et grand bien nous fasse, si ce n'est du pétrole. Mais passons. Tirons-nous vraiment profit de ce cadeau du ciel, d'un ciel fait terre, plutôt à l'exemple du surhomme? Mais passons. Ma petite culture me dit que d'ici 2035, puisque nous y sommes, et le rapport de la CIA 2035 peut appuyer cela, que le trio ressources hydriques, énergétiques, alimentaires subira une pression ascendante. Qui dit alimentaire dit bétail en partie, qui dit bétail dit engrais, et qui dit engrais dit phosphate. Un raisonnement simpliste, terre à terre. Donc non, le Maroc n'est pas appelé à dormir. Avec ce paradigme qui se dessine à l'horizon, sommes-nous efficaces, efficients quant à cette extraction-transformation? Oui, je fais des composés courts et ramassés, et c'est très anglais. Puis le phosphate, les Marocains en raffolent. Où va l'argent du phosphate? Et si le sujet fâche, fâchons-nous donc. Et l'agriculture, la grosse part de notre PIB. Avons-nous fini avec le fameux gouverner c'est pleuvoir? Comment ça se fait que 90% de nos produits agroalimentaires soient exportés à l'état brut? Sommes-nous des fous inconditionnels de la facilité? Et vous, citoyens, quelle est votre valeur ajoutée? Ne rajoutez-vous que des misères? Ben, quelle chute! Je suis un peu méchant sur mon édito vers la fin. Bon, avant de nous dire ce que vous pensez de l'édito, je vais vous demander d'abord une petite présentation pour nos auditeurs auditrices. Donc, justement, je m'appelle Mouchi Fatem Zahra, j'ai 25 ans, comme vous avez dit. Donc, je fais du process engineering. Donc, c'est exactement ce que j'avais fait à l'EMI, justement. Donc, j'avais fait le génie des procédés industriels, ou c'est le génie chimique par excellence. Donc, c'est un génie aussi assez polyvalent, c'est pas que du technique, de la technique plutôt. Donc, voilà, je travaille maintenant chez une multinationale spécialisée en industrie des phosphates. Donc, c'est un bureau d'études et de conseil en ingénierie. Donc, nous sommes amenés en fait à travailler des projets principalement en faveur de l'industrie des phosphates. Donc, je suis amenée à faire dimensionnement des équipements, tout ce qui est optimisation du process, contrôle et régulation, etc. Donc, c'est des détails trop techniques
je ne pense pas que ça va intéresser Si, on va y l'audience. revenir. Vous avez cité, d'après ce que j'ai vu dans votre présentation, 2 fois le mot technique, et moi toujours pris de mon côté littéraire pour ce qui est de mon édito. Et vous avez bien fait de le remarquer parce que je vous ai vu voir, je vous ai vu un peu tendre l'oreille davantage à ce que j'ai élucidé comme ce que j'ai pu, hein, vous nous direz un peu davantage. Mais le côté technique, bon, je dirais, comme dirait Pascal, la technique est une impureté du style. Et vous faites bien de mentionner, parce que peut-être que ça ne fait pas partie du déroulé des questions que j'ai pour vous, mais vous nous direz peut-être, et je le sens un peu, j'ai tendance à lire un peu en filigrane derrière vos pensées, et je dis que l'ingénierie à elle seule maintenant ne suffit pas. Je ne sais pas si vous me direz un oui ou un non avant que vous développiez sur les questions à venir. Et parce que vous avez dit que c'est pas que du technique. Et moi, je me suis dit que, bon, si on fait que le technique, il y a un manquement aux choses peut-être plus essentielles, une absence de manœuvre, peut-être qui s'inscrirait, pourquoi pas, dans ce nouveau modèle de développement, puisque, bon, bien sûr, il fallait sauter sur l'occasion. Vous savez, on fait notre métier, nous journalistes, il faut bien trouver un angle d'attaque, et puis, voilà, partir d'une actualité, d'un événement, et voilà. Si je dis que la valeur ajoutée, ou bien que le nouveau modèle de développement, pour y revenir, il est truffé ou balisé de valeur ajoutée, bien sûr, c'est une lecture biaisée de ma part, il n'y a pas que ça. Le nouveau modèle de développement, il fait 170 pages. Bien sûr, oui. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu tout le temps de le lire, mais j'en ai lu une synthèse, comme en font plusieurs. Mais moi, ce qui m'apporte le mieux et le plus, eu égard et en rapport avec votre profil, c'est bien la valeur ajoutée. Donc, je vais vous poser une question très simple, terre à terre. Quand on dit valeur ajoutée, ça a un sens commun, et puis peut-être que ça a un sens technique qui vous parle davantage, vous, autant qu'ingénieur. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'être un peu précis pour ne pas qu'on se perde en route. J'ai parlé de la valeur ajoutée en ce qu'elle a à faire avec l'industrie. Alors, que peut nous dire notre jeune dame ingénieure, process engineering, optimisation, etc. J'ai retenu, le nom m'a frappé, on va y revenir. Hein. Que pouvez-vous nous dire pour ce qui est de la valeur ajoutée, valeur aujourd'hui? C'est un peu difficile hein, quand on commence à faire des jeux de mots. Donc, la valeur ajoutée, son importance pour ce qui est des défis que nous devons relever ensemble, vous ingénieurs et nous journalistes aussi peut-être, Oui. d'une autre façon, d'ici 2035. Quand on dit valeur ajoutée, vous pensez à quoi, vous? Oui, alors quand on dit valeur ajoutée, ça a forcément plusieurs connotations. Donc moi, forcément, la première connotation que j'ai en tête, c'est côté bénéfice, donc ce que les entreprises peuvent apporter à l'économie marocaine. Certes, oui, c'est un des types de valeur ajoutée. Pour relier la valeur ajoutée au nouveau modèle de développement, pour ne pas trop esquiver le sujet principal de notre émission. Donc justement, cette valeur ajoutée, le supplément de valeur, comme j'ai dit, qu'une entreprise peut apporter. Et justement, dans le cadre de ce nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté, etc., donc c'est vraiment un rapport très détaillé où il est censé contenir plusieurs réformes dans le but de vraiment apporter cette valeur ajoutée et le but ultime qui serait bien sûr d'accroître le taux de croissance économique au Maroc. Donc effectivement, plusieurs entreprises au Maroc opèrent dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément créatrices de valeur ajoutée. Et justement, le rôle de ce nouveau modèle de développement est bien sûr de guider ces entreprises-là ou bien de guider les investisseurs à plus investir dans des secteurs créateurs de valeur ajoutée. Et justement, donc, le secteur industriel en est l'ultime exemple. Donc, c'est un levier du développement, un moteur, un secteur phare, comme on dit. Et donc, justement, le fait d'investir dans ce milieu industriel-là serait vraiment une plus-value, pour changer un peu le terme valeur ajoutée. Donc, ça serait vraiment une plus-value pour l'économie du Maroc. Eh bien, c'est parfait. Je pense que votre réponse, votre livrable pour parler encore, vous m'influencez beaucoup pour ce qui est de mon jargon ou bien pour ce qui est des mots que j'essaie de mettre sur mes pensées. Disons que je raccroche ou bien que j'essaie de me rabattre un peu sur ma petite culture scientifique que j'ai eue dans les années précédentes et c'est pas vraiment encore dégradé, heureusement. Donc là, on va, vous et moi, aujourd'hui, on va essayer d'emprunter un modèle, je ne sais pas lequel, c'est pas le français qui va de la spécificité à la généralité, mais plutôt l'anglais. On va essayer
Il y a le mot narrow qui me vient. Peut-être qu'il y a un autre composé. Je ne me rappelle plus, il m'échappe, mais c'est pas grave. Vous avez compris, là, on va essayer de délimiter un peu plus le champ de manœuvre. Oui. Et puis, on va parler secteur. Vous avez parlé valeur ajoutée, vous avez parlé créativité, optimisation. Tout cela, ce sont des mots qui me parlent et sur lesquels je souhaiterais rebondir plus tard. Mais maintenant, quand on parle secteur, je vais faire une petite confidence pour ce qui est de ma bourde entre guillemets, quand je vous ai parlé de l'industrie, et puis l'industrie lourde, et puis je le dis, moi je ne m'en cache pas, on sait ou on ne sait pas, quand je vous avais dit que pour moi, qu'est-ce que ça évoque chez moi l'industrie lourde? Ça évoque l'armement, c'est la première des choses à laquelle, et vous m'avez repris dessus pour m'expliquer que c'est bien plus large que ça. Oui, Comme ça on peut, c'est dire que des fois on a un esprit encore plus pointilleux qu'on ne le pense qu'il soit. Alors, pour ce qui est des secteurs sur lesquels on doit agir, et bien sûr l'expression que j'ai utilisée, c'était la valeur ajoutée criée sur les toits, parce que j'ai l'impression, pour ce qui est des mots, et puis les mots ont un sens, c'est pas vous qui me direz le contraire, vous qui êtes très cartésienne, on entend beaucoup, on entend tellement que ce mot devient galvaudé, usé peut-être mal à propos, à la va-vite, on n'en retient pas vraiment le sens. Et puis j'imagine qu'il a plusieurs applications par secteur. C'est la raison pour laquelle ça va m'amener, moi, à parler de secteurs. Moi, j'en ai évoqué deux, pour ce qui est de ma part. Oui. Le côté agricole, on peut parler pêche aussi, qui constitue la plus grosse partie de notre PIB. Et je m'étonne toujours, et je le répète toujours, en parlant de valeur ajoutée. C'est pour ça que moi, quelque part, pour vous faire la confidence, je suis un peu optimiste pour ce qui est de nouveaux modèles de développement. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on n'a pas fait assez. Surtout pour l'agriculture, 90%, comme je l'ai mentionné dans mon édito, 90% de nos produits agroalimentaires qui sont exportés en l'état brut, quand même, il y a du boulot à faire. Hein. On peut se bouger. On peut se bouger, et puis je pointe ici la fainéantise et l'appareil de nos entreprises. Je ne sais pas comment ils le prendront, mais ils pourront très bien se présenter devant moi et débattre, ce serait avec joie. Et puis l'autre côté, bien sûr, le phosphate. Le phosphate qui est sur toutes les langues, les bonnes comme les mauvaises, etc. Donc, et je rappelle que vous travaillez pour une multinationale, une joint venture, premier client, premier actionnaire phosphate. Donc, quelle implication pour ce secteur? Ou bien vous pouvez bien sûr extrapoler envers d'autres. Oui, Quels sont les secteurs que vous pensez être sur le peloton et qui méritent plus de notre focus ou attention? Je suis très anglophile ce matin, je ne sais pas ce qui me prend. Allez. Oui, donc justement, pour commencer par le commencement, donc déjà le secteur industriel est vraiment comme j'ai dit, levier du développement, et donc il est nécessaire en fait vraiment de développer ce domaine-là. Donc plusieurs applications du domaine industriel peuvent être retenues, donc notamment les industries lourdes. Donc je rebondis à votre propos par rapport à l'industrie lourde. Donc les industries lourdes, je tiens juste à expliquer que c'est vraiment les industries dont les opérations unitaires, et là j'utilise un jargon purement technique, dont les opérations unitaires sont assez compliquées, sont assez lourdes, donc d'où vraiment la nomination lourde. Et donc ça peut inclure tout ce qui est industrie des phosphates, le oil and gas, donc tout ce qui est raffinage du pétrole, donc malheureusement on ne fait plus de raffinage au Maroc. Et puis il y a aussi les cimenteries. En plus l'industrie des mines, donc tout ce qui est valorisation des minerais, or, etc., donc comme fait le groupe Managem. Donc vraiment nos industries lourdes, elles sont à compter sur le bout des doigts. Donc nous avons 4 industries clés à peu près. Et donc voilà, pour parler un peu plus de l'industrie des phosphates, donc c'est vraiment un secteur clé. Donc elle contribue vraiment à une hauteur de, je n'ai pas les vrais chiffres en tête, mais on va dire à 5 à 6% dans le PIB du Maroc. Et donc, vraiment, c'est un secteur très prometteur pour l'avenir. Donc, oui, justement, l'État, le gouvernement a déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc, nous avons pas mal de projets en cours sur lesquels nous travaillons d'ailleurs. Donc, il y a justement un très grand complexe qui a été inauguré dernièrement. Donc, c'est un complexe d'engrais. Donc, c'est le Africa Fertilizer Complex.
Donc voilà, il y a aussi une unité de dessalement d'eau de mer qui a été faite. Donc justement dans le but de ne pas puiser de nos réserves hydriques et donc vraiment d'exploiter les ressources, voilà, les ressources d'eau de mer. Donc bien sûr après traitement, osmose inverse, filtration, etc. Donc après plusieurs opérations unitaires. Et donc oui, je vois qu'effectivement, il n'y a pas forcément que de l'insouciance de la part de notre gouvernement, de notre État marocain, mais il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. Certes, on n'a pas encore atteint la perfection n'existe pas, mais je trouve vraiment qu'on est sur la bonne voie. Très bien. Alors, je ne sais pas avec qui je vais me fâcher aujourd'hui, puisqu'il y en a qui pensent, et peut-être que j'en fais partie, mais bon, c'est pas pour cracher dans la soupe, il est bien ce nouveau modèle de développement, mais ce sont des choses que nous savons déjà, et je m'en veux pour preuve, puisque vous avez parlé de l'OCP, que l'OCP était déjà conscient, et puis bien sûr, de par la place qu'il occupe, et puis de par les prérogatives qui lui sont allouées, et puis par l'effort que nous applaudissons aussi, puisqu'il s'inscrivait déjà dans cette approche économie verte. Pourquoi ça a sauté comme ça a ressurgi dans mon esprit, c'est quand vous avez parlé de dessalement, c'est comme vous avez parlé moi je peux vous dire une chose que j'ai lue rien que ce matin, hein, c'est que avant ce qu'on faisait par exemple quand on extrayait de nos mines, le phosphate, etc., il y avait un train qui prenait ces extractions pour les sécher, etc. Maintenant, j'ai appris qu'il y a un pipeline pour faire cela. Donc, c'est bien sûr, c'est une approche écologique, voilà, qui mérite notre attention. Aussi pour ce qui est de l'eau, puisqu'on peut rappeler un petit chiffre. Il y a des chiffres qu'on retient facilement. Par exemple, d'ici 2050, on sait que le Maroc on connaît déjà une période de stress hydrique, mais en 2050, et c'est facile à retenir, on va perdre 50% de nos réserves en eau. Donc c'est pour dire que déjà l'OCP, il s'inscrit déjà dans on peut dire qu'il est avant-gardiste, qu'il est pionnier, qu'il s'inscrit dans cette approche, dans ce nouveau mode de développement, avant même qu'il soit là, puisque les défis sont de tous connus de toute façon. Et c'est pas nous qui allons apprendre ça aux chefs d'entreprise. Et puis, bien sûr, autre chose que je veux dire, c'est que quand vous m'avez parlé de fertilisants et d'engrais, j'ai lu autre chose ce matin, c'était un entretien. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues ce matin. On dirait que c'est le dernier, la dernière ligne droite avant un entretien. J'ai lu qu'il y avait M. Tsarab qui avait donné un entretien, je ne sais plus pour quel journal, non pas que je ne veux pas faire de publicité pour un journal précis, mais qui avait parlé justement, parce que les défis, dès que l'on parle aussi, c'est la digitalisation. Et on a appris, bien sûr, avec l'accord qui avait été conclu entre l'OCP d'une part et puis l'Éthiopie d'une autre, l'utilisation de la blockchain. Et moi, j'ai fait mon article à l'époque en opposant deux hypothèses, c'est-à-dire la blockchain avait quelle utilité. Et là, je viens d'apprendre de la bouche de M. Tsarab, justement, que ça a été fait rien que pour la sécurisation des documents et pour le process administratif. C'était pas fait en Bitcoin. Et voilà, parce que, bon, bien sûr, j'avais soulevé ce problème de législation et de risque en rapport à ça, etc. Donc, bien sûr, quand vous avez parlé, il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit. Donc, maintenant, on va atterrir, vous et moi, on va revenir, maintenant que nous avons commencé par les généralités. Nous avons été sur des secteurs un peu de pointe. Et aussi, j'avais envie de vous dire, pour ce qui est des industries lourdes, c'est bien que d'en avoir. Vous avez dit qu'ils sont comptés sur le bout des doigts. Moi, je me permets de tirer une conclusion à votre place, c'est que peut-être qu'il faut faire plus dans ce sens, n'est-ce pas ? Effectivement, oui. D'accord. Oui, mais c'est pas parce qu'on va s'accaparer ou bien s'acharner, non, c'est pas le mot qu'il faut, mais nous occuper, donner davantage de place et de visibilité à nos secteurs lourds, tout en gardant un esprit léger et un esprit d'initiative et de... Comme nous allons y revenir. Maintenant, on va revenir terre à terre. Parce que, bon, on va parler société, etc. Il y a des éléments, il y a un capital humain qui le fait, qui a été pointé bien comme il faut dans ce nouveau modèle de développement et qu'il faut, bien sûr, aider nos jeunes et bien sûr, dans cet entretien que j'ai lu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont sauté, passez-moi l'expression, pour être remplacées avec d'autres qui soient plus compétents, plus à même de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de l'OCP. Alors,
Selon vous, terre à terre, une question sociologique. Aujourd'hui, vous mettez plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois ingénieur, vous êtes manager, vous avez votre mot à dire pour ce qui est du nouveau modèle de développement. Vous êtes avant tout citoyenne, bien sûr, votre mot nous importe. Alors, nous Marocains, sociologues que vous êtes, entre guillemets, est-ce que nous avons ce réflexe de rajouter de la valeur aux êtres et aux choses? Parce que j'ai fait référence à l'adage, et la culture, c'est très important. Oui. On dit qu'il faut être fou pour ajouter quelque chose à une chose qui soit déjà établie. Ça, on l'entend toujours. Malheureusement, ça peut nous freiner. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Vous pensez que ce n'est pas dans notre culture que de rajouter de la valeur? Quand on dit valeur ajoutée, bien sûr, c'est avec une connotation positive. Hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui. Donc justement, je suis d'accord avec vous par rapport à ce point. Je trouve qu'on n'a pas forcément ce réflexe justement de rajouter de la valeur ajoutée aux choses, de la plus-value aux choses. Et donc il faut vraiment, pour parler d'un sujet, il faut vraiment remonter à son origine. Pour moi, donc c'est un avis purement personnel, donc l'origine étant vraiment le système éducatif marocain qui vraiment inculque aux jeunes étudiants beaucoup de théorie et vraiment, je ne vais pas dire rien que de la théorie, mais vraiment majoritairement que de la théorie. Et donc, puisqu'on n'est pas sur le terrain, puisqu'on ne touche pas vraiment réellement aux choses, on ne pourra jamais rester là à méditer, à se dire voilà quelle est ma plus-value dans la société, quel est vraiment mon objectif. Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit, dans un mindset assez passif au lieu de passer à l'action. Et donc, justement, je rebondis à ce sujet du système éducatif marocain. Donc, je donne exemple de l'EMI. Donc, c'est un simple exemple. Donc, c'est mon école, etc. Donc, il y a une ou deux filières qui proposent des stages de parrainage pour les étudiants. Chose que je trouve personnellement très médiocre par rapport soit au nombre d'étudiants que l'on a, soit au nombre de filières que l'on a. Donc, je ne vais pas citer de filières, comme ça on n'aura pas de jaloux, mais c'est réellement le cas. Donc vraiment, et c'est très important de le faire au fur et à mesure de notre parcours. C'est-à-dire que oui, on a des stages à la fin de l'année, des stages d'été, des stages de PFE, etc. Mais c'est pas suffisant. Il faut appliquer ce que l'on a étudié au fur et à mesure de notre parcours. Et donc les stages de parrainage en sont les plus grands exemples. Et donc là, au lieu de rester dans un mindset, comme j'ai dit, passif, on sera plus actif, on va méditer sur notre rapport, sur notre plus-value dans la société, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est beaucoup de théories, beaucoup d'équations, etc. dans nos systèmes éducatifs marocains. Pour le deuxième point, pour moi, c'est l'esprit entrepreneurial versus l'esprit salarial. Donc là, notre société, notre entourage, nos familles aussi nous guident, nous délimitent vers un certain chemin. Chose que je trouve très médiocre. On va dire médiocre, dommage, tout ce que vous voulez. Parce que vraiment, un étudiant, c'est une boule d'énergie, il est plein de potentiel, etc. Il peut donner dans plusieurs domaines, pas forcément que dans l'état d'esprit salarial, entrepreneurial. Donc, il peut vraiment avoir sa plus-value sur la société. Je ne critique pas le mode salarial parce que j'en fais partie actuellement à cet instant-là, mais je médite plus sur en fait, est-ce que l'état d'esprit entrepreneurial ne pourra pas vraiment créer de profit, de valeur ajoutée dans notre société. Et donc, je dirais plus que je reviens par rapport à ce système éducatif marocain. Si on inculque à nos jeunes étudiants cet esprit entrepreneurial, je sais pas, des séances de coaching peut-être en gestion entrepreneuriale, en gestion de je ne sais pas moi, innovation, etc. Quelques modules qu'on va insérer. Donc, ça ne va pas être que des équations, etc. Certes, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Et donc, le fait d'insérer de nouveaux modules afin d'orienter l'étudiant dès son plus jeune âge à avoir cet esprit-là de challenge, d'innovation, etc., ça serait vraiment une plus-value pour la société et ça peut créer aussi de la valeur ajoutée au sens économique du terme pour notre pays.
Donc pour moi, c'est les deux volets vraiment Eh ben, je vous remercie sur beaucoup pour lesquels ce on peut faire. livrable, encore une fois. Bon, je vais essayer de restituer de ma petite mémoire qui n'est pas très bonne ces derniers temps, mais je vais essayer de faire l'effort qu'il faut, hein. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, je retiens 2 ou 3 points. De un, il faut pencher vers plus de pragmatisme et de travail de terrain. Il faut sortir de Oui, sa théorie. Il faut que l'école, au lieu que d'être cantonné dans son cours, et puis ça me rappelle très bien l'émission que j'avais traitée la semaine dernière quand j'ai dit que les élèves se contentent du tableau noir. Et oui, pour eux, le prof, c'est quelqu'un sur sa tour d'ivoire qui professe, qui jette du haut de ses nuages des cours faits, des fois des cours qui datent de 15 ans. C'est bizarre, je le dis, c'est bien les fondamentaux, mais le monde avance. oui, Le monde avance et il faut, pour revenir au NMD, pour faire simple, cet acronyme, il faut, pour concourir à cette marche du temps, il faut être le fils de son temps, comme on dit. Donc ça, je vous le concède. Et oui, puis il y a des choses qui ont changé parce qu'avant, avant, quand on a connu cette émergence des masters, etc., on voyait que les gens, une fois qu'ils ont eu leur licence fondamentale ou bien leur bachelor, pour les plus anglophiles, ils préféraient d'abord avoir une expérience sur le terrain pour justement faire valoir les acquis qu'ils ont pu avoir. Et puis avant, pour donner plus de sens à leur master, pour leur donner plus de visibilité sur la compétence qu'ils veulent faire leur. Donc sortez de vos équations, comme oui, c'est le mot dont vous avez usé. Et puis, vous avez parlé de médiocrité, je ne vous le fais pas dire. Et puis, de l'initiative, puisque nous y sommes, c'est-à-dire que moi j'ai pensé à une chose tout à l'heure, quand vous dites par exemple l'école, si elle propose que 2 stages, peut-être que ce n'est pas assez, mais il se peut que rien n'empêche à ce que l'élève ou bien le citoyen d'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, fassent le pari par soi de faire des stages de leurs propres initiatives. Ils ont des vacances encore longues et puis ils peuvent se permettre quelques à côté, quelques digressions qui peuvent leur servir et pour eux et à faire valoir sur leur curriculum vitae. Maintenant, c'est du latin. Donc, deuxième point que vous avez évoqué, bien sûr, il y a ce conditionnement. Nous sommes le produit d'une exigence collective et les élèves, en parlant du fils, on doit être le fils du temps, mais on est d'abord le fils de ses parents et on a ses parents rigides le carcan familial qui veut faire de son enfant, je sais pas, pour lui c'est un produit intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. qu'il a voulu faire peut-être. Oui, on veut que notre enfant ou bien que notre extraction nous venge quelque part, soit le meilleur modèle de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déploré. Je ne peux que vous rejoindre sur ce volet-là. Et donc, la prochaine question que j'ai pour vous, je vais essayer de dresser un pan et de lire en même temps que je parle. Pour ce qui est de l'industrie, maintenant on a parlé du volet sociologique. Il faut que les mentalités changent. Il faut plus d'initiative, plus de créativité, plus de transversalité. Même pour nos chefs d'entreprise, moins de bureaucratie, de verticalité désuète, qui ne donne pas beaucoup de résultats. Et comme vous avez dit, il déborde, c'est une boule d'énergie. Je pense que l'expression que vous avez utilisée, c'est une pépite, donc il faut l'utiliser à bon escient. Il faut de l'optimisation, ça, c'est quelque chose que vous utilisez, vos ingénieurs. Exactement. Donc maintenant pour l'industrie. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure des produits agroalimentaires. J'ai mis le point sur le 90%. On peut dire pareil pour les phosphates. Nous détenons 70% des réserves. Donc nous sommes appelés à être un vecteur efficace et efficient demain avec la pénurie qui s'annonce. Moi j'ai fait un raisonnement très simpliste comme vous avez dit. L'engrais, c'est pas le seul que l'on puisse. Et c'est à partir de l'acide phosphorique, si je Oui. D'accord. J'ai retenu, hein. Et sulfurique, Ah d'accord. oui, oui. Oui, d'accord. C'est à partir de ça, donc, qui dit engrais, dit bêta alimentation. Donc, nous sommes appelés tôt ou tard à contribuer à parce que ce nouveau modèle de développement, il touche pas que le Maroc, il transporte pour aller outre-Atlantique, de l'autre côté. Donc, nos industries. Parce que pour revenir encore une fois pour le nouveau modèle de développement, c'est facile à retenir. On veut tout porter au double d'ici 2035, à peu près. Nos chaînes de valeur, ça c'est quelque chose qui vous parle, c'est supply chain, etc. Notre valeur ajoutée, puisque nous y avons parlé. L'inclusion, on a parlé de boules d'énergie ou bien de pépites, il y a aussi l'inclusion féminine, pour aller de 22 à 44. Donc l'industrie.
Est-ce que vous pensez comme moi que les industries sont paresseuses, qui n'ont pas profité, par exemple, de cette coopération sud-sud? L'Afrique, c'est un grand marché, pourquoi on n'en profite pas? Et puis, l'explosion démographique qui va venir, il faut faire quelque chose, s'inscrire. Pour revenir à l'OCP, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui a été fait avec le Nigeria, justement, pour le pousser dans le sens agricole. C'est très bien, il faut aider nos pays d'Afrique. Il y a un marché. Nous pouvons, par exemple, en parlant de valeur ajoutée, on peut citer rien que on parle beaucoup textile parce qu'on parle Turquie et les accords de libre-échange. Il y a des pays, nos pays d'Afrique qui ont beaucoup de coton. On peut en avoir, transformer et puis nous assurer de l'exportation. Parce que maintenant, il faut oublier, les gens, ils n'avancent pas. C'est comme les études et les fondamentales. Ils oublient que la Chine, c'est plus de low cost. Hein. Donc moi, je vous laisse maintenant pour l'industrie. Est-ce que vous pensez que l'industrie est paresseuse? Et quel rôle elle est amenée à jouer? Oui. Alors, pour l'industrie, donc avant de répondre à la question, je vais juste citer un peu quelques réformes qui ont été faites ces dernières décennies et qui ne sont pas vraiment à négliger. Bon, on va résumer tout ça dans le cadre du plan d'accélération industrielle qui a été fait récemment. Donc, ce plan-là qui s'inscrit dans une stratégie afin vraiment d'aller de l'avant pour essayer de vraiment développer ces industries-là en général. Donc, que ce soit industrie aéronautique, donc, parce que l'industrie, pourquoi je vais parler de l'industrie aéronautique? Parce que c'est vraiment une industrie qui a été beaucoup touchée par la pandémie. Donc, certes, c'est un domaine qui doit être vraiment c'est un domaine qui doit être vraiment dont les efforts doivent être redoublés, je dirais, parce que c'est un domaine qui a été touché par la pandémie, dont les conséquences ont été désastreuses, etc. Que ce soit sur les compagnies aériennes, sur les fournisseurs des équipements, etc. Donc il y a aussi le volet, donc pour revenir au plan d'accélération industrielle, plusieurs efforts ont été faits, surtout sur les secteurs clés et novateurs qui sont les énergies renouvelables, soutenus par plusieurs organismes dont IRSN, MACEN, etc. Donc nous sommes maintenant dans une stratégie assez, comme vous avez dit, écologique, économie verte, etc. Donc, il y a aussi l'industrie automobile dernièrement qui a connu en fait l'implantation de l'usine PSA Peugeot Citroën à Kenitra. Donc, c'est vraiment une première au Maroc. Il y a aussi l'usine Renault à Tanger. Donc vraiment, je trouve que plusieurs efforts ont été faits. Donc je ne pourrais pas me prononcer et dire que nos industries sont en train de dormir, ou sont insouciantes. Non, bien au contraire. Mais est-ce qu'elles sont efficientes? Telle est la question. Parce que pour parler d'efficience, on parle du volet efficacité et facteur temps. Donc, Là, vous m'avez devancé, mais allez-y. Oui, effectivement, donc l'efficacité pour moi y est quelquefois, le facteur temps n'y est pas forcément. Donc il y a des projets qui s'étalent sur pas mal de temps, mais qui sont efficaces, d'autres bien au contraire, voilà. Donc on n'est pas encore vraiment dans la perfection, certes, on est en voie de développement, et plusieurs efforts sont encore à fournir dans ce secteur-là. Comme j'ai dit, puisque c'est un secteur vraiment un secteur phare du développement économique au Maroc. Et donc, je dirais que, oui, pour résumer, on n'est pas insouciant. Donc, vraiment, ça serait très rude de dire que notre État est insouciant. Là, nos entreprises industrielles sont insouciantes par rapport à ce point, parce que vraiment, beaucoup d'efforts ont été fournis, surtout ces dernières décennies. Eh ben d'accord, je ne peux qu'admettre et avouer à travers la réponse que vous m'avez livrée que j'ai tapé un peu fort sur nos industries, mais parce qu'on les aime bien. J'avoue, je suis un peu punchy. Mais il faut les réveiller, il faut les sortir de leur léthargie, de leur torpeur. Pourquoi? Pour faire mieux. Parce que je ne suis pas parce que j'aimerais rebondir sur autre chose, parce que quand on parle de valeur ajoutée, il y en a qui se suffisent à un compte à soi, entre guillemets, ils préfèrent, encore une fois, je vais être méchant et utiliser le mot moisir, parce que nous, qui stagne, c'est ça qui se passe. Ça veut dire que on a ça, j'ai ça, et ça me suffit. Et ça, se l'embrelle, ça c'est un autre volet, c'est ça, c'est de la bêtise. Oui. Mais on vit dans un monde fractal, je pense que tout est, il y a un chemin pour tout. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour être pessimiste,
Et puis, bien sûr qu'il faut revenir, et toujours, moi quand j'ai à opposer ces deux valeurs, optimisme, pessimisme et puis réalisme, je reviens toujours au discours c'est pas un discours, c'est l'entretien de feu Sa Majesté le roi Hassan II, l'heure de vérité, qui a dit à un journaliste, je ne me rappelle plus lequel, Alain Duhamel peut-être, il a dit tout chef d'entreprise ou bien tout chef d'État se doit être optimiste, sinon qu'il prenne sa neuvaine ou sa retraite définitive dans un couvent. Ben oui, on se doit être optimiste. Mais nous, bien sûr, journalistes, c'est pour ça que nous aussi on a notre rôle comme vous, c'est que on ne peut pas se contenter de dire que tout est à merveille, qu'il faut titiller, il faut un peu, il faut faire notre métier, sans en dire davantage. Bien sûr, vous avez parlé des zones d'accélération industrielle. Moi, j'ai des réflexes un peu, non pas que je sois péjoratif, mais quand je pense les fameuses ZAI, je pense vraiment, c'est une chose qui a été faite pour amener vers nous, pour faire drainer ces investisseurs étrangers. Et bien sûr, je ne peux... Mais ça, c'est un autre volet, c'est la zone grise dans laquelle on a été cantonné et de laquelle on veut se voir retirer. Bon, ça, c'est un autre volet économique. Et puis, pour le troisième point dont vous avez parlé, bien sûr, si j'ai bien compris, si tant est que je puisse restituer vos idées, c'est qu'il y a des choses à faire. Vous êtes rabattu sur ma première phrase qui dit que voilà, du moment qu'on n'a pas fait assez, il est temps de faire le nécessaire et de déboucher sur une conclusion positiviste. Et bien sûr, maintenant on va parler de vous. Vous m'avez devancé, et je voulais signaler pour ce qui est de l'efficience ou bien de l'insouciance. Bon, je vais ouvrir mon petit cours managérial et je ne sais pas si je vais dire les choses correctement, mais c'est pas qu'on opposait les deux, efficacité et insouciance, c'est un enchaînement. Efficace, c'est-à-dire faire le travail comme il se doit être fait. Efficience, et c'est pour ça que je vous ai dit au début que je vais revenir sur ce principe d'optimisation, c'est parce que l'efficience, justement, ce critère, il rentre dans l'efficience, c'est-à-dire de faire le travail avec en réduction de coûts, par exemple, moins de personnes, ou limiter les process, etc. Je pense que je ne me trompe pas. Non, vous avez tout à fait raison. Ah d'accord, très bien. Donc l'insouciance, vous avez dit non, on ne peut pas dire qu'ils sont insouciants, c'est un peu trop rude. Oui, je trouve. Mais moi je continue à ma place de dire qu'ils sont, non pas insouciants, mais peut-être un peu négligents des ouvertures qu'a connu le Maroc. Parce que bon, on sait, sur les 56 accords par exemple qu'on a eu, les accords de libre-échange, il n'y en a qu'un qui est bon. Nos entreprises, il est vrai, n'étaient pas bien préparées. Sur 10 ans, il y en a, pour revenir à l'industrie, 4 grandes usines sidérurgiques ont fermé boutique, parce qu'on ne pouvait pas souffrir cette concurrence qui nous venait d'ailleurs. J'ai parlé textile, avec le dumping, etc. On ne pouvait pas rivaliser avec les Turcs. Donc, peut-être que les choses ont été faites un peu à la va-vite, et qu'il fallait plus tendre l'oreille du côté de nos chefs d'entreprise et pour voir est-ce qu'ils sont oui ou non préparés. Mais c'était peut-être comme moi ce que je fais maintenant pour les encourager à faire mieux, sauf que, à mon humble avis, ils n'ont pas beaucoup avancé pour ces 10 ans. Et pour ce qui est de l'Afrique, on n'en a pas tiré ce qu'il faut. Mais ça n'implique que moi. Donc, alors vous, ingénieurs, on va revenir à vous, puisque une entreprise, aussi merveilleuse soit-elle, aussi réputée et notoire soit-elle, il faut bien des éléments, sinon la machine s'arrête. Alors, est-ce que vous, ingénieurs, et j'estime qu'à travers vous, bien sûr, vous êtes dans le bain, vous connaissez, vous avez je ne sais pas si les ingénieurs ont coutume de se mettre, je dirais pas que c'est une secte, c'est une communauté un peu fermée. Vous aimez être en vous les ingénieurs, oui ou un non, avant que je... Est-ce qu'il y a une amitié, ou plutôt de la rivalité? Comment ça se passe, côté social? En fait, forcément, on ne peut pas généraliser. Ça, c'est un stéréotype, ça. Ah, d'accord. Un stéréotype. Ah, d'accord, très bien. Vous faites bien. Alors, vous, ingénieurs, à travers vous, et les personnes que vous connaissez ingénieurs, est-ce que vous vous sentez prêts pour les défis de demain? Est-ce que vous, par exemple, en tant que personne, vous vous contentez d'être dans est-ce que vous vous contentez d'honorer votre volet, le volet qui vous a été attribué, ou bien la tâche qui vous a été allouée, ou bien vous voyez ailleurs? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette ouverture de débat, qu'il y
vous avez compris, je vous ai expliqué qu'il déborde sur plusieurs points parce que pour moi, et je ne sais pas si vous pensez la même chose, un ingénieur, aussi ingénieur soit-il, il faut qu'il soit ouvert parce que maintenant tout est connecté, mais dans le sens, pas dans le sens digital, mais dans le sens pratique. Tous les secteurs sont liés quelque part. Il faut avoir une approche multidisciplinaire, intersectorielle, etc. Donc, et je pense que vous avez ça comme acquis. Bon, je ne veux pas lever un pan, mais dites-moi un peu, est-ce que vous êtes prêts pour demain? Alors, demain, c'est 2035. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Donc avant de répondre à votre question, je vais juste méditer un peu sur le mot ingénieur. On sous-entend par ingénieur l'ingéniosité. Donc, pour dire ingéniosité, donc pour qualifier quelqu'un d'ingénieux, il faut qu'il ait vraiment une valeur ajoutée, il faut qu'il ait cette plus-value dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, un ingénieur, normalement, s'il n'a pas cette ingéniosité, cet esprit d'initiative dont on a parlé tout à l'heure, cette idée, en fait, de peut-être monter sa propre start-up un jour, son esprit de challenge, d'innovation, etc., je ne vais pas dire qu'il ne doit pas être qualifié d'ingénieur. Oui, il l'est parce que c'est son diplôme qui lui donne le titre, certes. Mais est-il prêt réellement pour demain? Parce que un ingénieur, en fait, s'il n'a pas cet esprit d'initiative-là, je trouve personnellement que peut-être le lendemain le dépassera. C'est-à-dire qu'il sera en fait dépassé par les déroulements de la vie, etc. Surtout dernièrement, tout est digitalisé, donc avec tout ce qui se passe, tout ce qui est voilà, digitalisation, etc. Et donc voilà, donc je trouve vraiment qu'un ingénieur doit être sur ses gardes, donc il doit être à jour, etc. Pour revenir au point de la double casquette de tout à l'heure dont on a parlé, ben oui, il serait mieux en fait qu'un ingénieur ait cette double casquette-là, qu'il aille en fait chercher l'information, qu'il ne reste pas borné dans son domaine, de sa technique dont on a parlé, etc. Donc tout ceci voilà, reste vraiment des prérequis nécessaires et vraiment un pas nécessaire pour vraiment un ingénieur prêt au défi du lendemain. Donc c'est vraiment très nécessaire pour qu'on ait en fait une communauté d'ingénieurs solides, bien basés, etc., capables en fait d'affronter les défis. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, le monde va trop vite et je ne sais pas pourquoi j'allais vous reprocher que vous allez me fâcher encore avec bon nombre d'ingénieurs, mais je le dis de bon cœur et puis j'ai le sens de la boutade aussi. Et puis quand vous avez fait ce parallèle entre ingénieur et puis ingénieux, bon, je vais soulever un pan qui est peut-être problématique, mais qui se doit, à mon avis, être réglé aussi dans les délais les meilleurs, qui est un problème de langue et de communication, parce que souvent, en reprochant, vous me direz aussi si c'est un stéréotype ou bien que nous, ingénieurs que nous aimons, doivent mettre le paquet sur ça, c'est la communication, c'est la langue, c'est ça, c'est le premier volet de ma question. Et je sais vous savez où est-ce que je veux mener notre petite barque. Alors, pour le deuxième point, bien sûr, vous avez soulevé que c'est un monde trop vite, qui va trop vite et qu'il faut faire sens d'initiative. Et je vous demande, parce que vous avez une bonne mémoire, de garder aussi une deuxième question qui est pour vous. Est-ce que l'école d'aujourd'hui d'ingénieurs, elle prépare justement, elle prépare, j'allais dire embrigadé, je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est votre formation des paramilitaires et que j'ai des mots militaires aujourd'hui. Est-ce qu'elle prépare l'ingénieur de demain pour avoir ce sens justement de l'initiative et dans le sillon de la Startup Nation et tout ce qu'on entend aujourd'hui? Alors, troisième volet que vous avez soulevé, peut-être que vous êtes humble, mais je vais peut-être le dire parce que j'ai senti que quand vous parlez de cette capacité à initier, et aussi quand vous avez fait le parallèle entre ingénieur et ingénieux, moi je peux dire, quand on entend génie, pour nous c'est le génie de la lampe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à même de faire des miracles. On ne veut pas des apprentis sorciers, mais des génies de la lampe, d'accord. Donc il y a aussi ce principe d'adaptabilité et de flexibilité dont vous avez su montre, parce que bon, moi je vais brûler un peu les cartes. Vous avez su faire, alors que vous êtes de formation
Et ça, je viens de l'apprendre par vous. Par exemple, pour l'EMI, il y a le procédé industriel Oui. et le génie. C'est-à-dire procédé, c'est plus technique. D'accord. Donc, vous m'avez expliqué la différence entre les deux. Donc, et vous avez eu et su faire preuve, vous, jeunes, de passer de l'ingénierie, par exemple, à l'audit, puisque vous en avez fait de l'audit avant que vous faites. Donc, je vois que vous êtes modeste et humble. Moi, je le dis à votre place. Donc, j'espère que vous avez retenu les questions que je vous ai posées. Et je vous laisse faire preuve de votre... Donc, je vais commencer par la dernière question, puisque c'est celle qui est restée en C'est tête. toujours comme ça que ça se passe. Donc, justement, alors, et là, au fur et à mesure, on va essayer de se rappeler de vos questions. Alors, pour question d'adaptabilité, audit dont vous avez parlé, oui, certes, j'ai eu un parcours purement scientifique. Après avoir obtenu mon baccalauréat, donc j'ai fait 2 ans de classe prépa. Déjà, le premier point, c'est que j'ai eu mon baccalauréat pas en sciences mathématiques, donc j'étais en sciences physiques. Et j'ai fait les classes prépa mathématiques. Donc déjà, il y a vraiment un saut très probant, très marquant. Et donc, voilà, donc c'est très dur d'avoir un baccalauréat en sciences physiques et de passer en classe prépa sciences mathématiques. C'est vraiment 2 mondes différents, comme on dit. Voilà. Et le deuxième point, c'est que voilà, j'ai fait l'EMI, etc. Après avoir fait l'EMI, j'ai tout de suite intégré une multinationale en audit financier. Donc cette expérience-là, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais le répéter. Donc un auditeur n'est pas forcément un financier de formation. Il doit juste avoir normalement un cerveau bien fait, comme je vous ai déjà dit. Donc, et les ingénieurs sont censés, pour ne pas dire ils ont, mais ils sont censés avoir voilà, une tête bien faite, un cerveau bien fait qui leur permet en fait de vraiment de s'adapter à toute situation, de gérer le stress, de gérer toute situation, etc. Et donc, mon expérience en audit financier était très enrichissante pour moi. Elle a été d'une grande plus-value pour moi, etc. Il m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe en fait dans les entreprises, parce qu'en fait avant, je vais vous expliquer en gros ce qui se passe en audit. Vous avez 2 périodes en fait, la période de contrôle interne et la période d'audit final. Pour la période de contrôle interne, vous allez juste voir ce qui se passe dans les entreprises, vous allez voir les différents départements, etc., achats, ventes, comment ça se passe, etc. Et donc, ça pourrait être vraiment bénéfique pour un étudiant sorti d'école qui ne sait pas ce qui se passe dans les entreprises, qui n'a pas vraiment d'idée sur ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un métier énormément stressant et donc ça permet en fait de solidifier sa personnalité, de forger sa personnalité, etc. Donc voilà, pour revenir à ce point-là, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question concernant... Je souhaiterais juste rebondir. Oui. Bon, quand vous avez parlé des auditeurs et de l'audit, je me suis dit, mon Dieu, aujourd'hui, après ça, avec les entreprises et les ingénieurs, on va encore avoir sur le dos les auditeurs. Parce que, comme vous avez dit, l'audit, ou bien les auditeurs n'ont pas une formation financière, puis peut-être que je vais un peu plus vite que mon nombre. Je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'ils vont nous dire que les auditeurs ne sont pas des lumières. Et bon, moi, je garde ça pour moi. Moi, j'aime bien me fâcher avec les autres, ça y est, on me parle. Après, je réplique. Mais c'est pas ce que j'ai dit en tout cas. Non, ça c'est pas vous, ça c'est moi. Je prends beaucoup de choses sur moi aujourd'hui. Et puis, donc, j'estime qu'il y a d'autres questions pour les 2 questions que vous avez sautées. Et donc, moi, je n'ai pas souvenir et qui ne sont pas revenus. Je ne sais pas si vous voulez continuer sur votre lancée. Oui, donc oui, j'ai parlé en fait du volet audit, formation scientifique et expérience en audit. Je ne sais pas si donc vous avez parlé aussi de volet double casquette, etc. Donc est-ce qu'il est nécessaire pour un ingénieur d'avoir ces doubles casquettes-là? Oui, je vais dire oui, effectivement. Mais en fait, oui, vous avez parlé aussi de volet communication, ça me revient petit à petit. Ça, oui, merci beaucoup. Oui, ça me revient petit à petit. Donc c'est pour ça que j'aime bien penser à avoir... Vous êtes comme moi, quand vous ne trouvez pas le point sur lequel vous êtes à parler, vous continuez à parler. Oui. C'est surtout
le silence se moi qui fait ce que vous Exactement, je continue. Et ça, c'est un petit hint. C'est comme ça qu'on dit pour nos auditeurs auditrices. Oui. Donc, justement, pour le volet communication, certes, les écoles d'ingénieurs ne nous apprennent pas à communiquer. Donc, la communication, c'est un effort purement personnel de la part de l'étudiant, de l'individu en général. Donc, la personne, la communication, c'est pas quelque chose d'inné. On est bien d'accord. Ça s'apprend, donc à travers la lecture, à travers la documentation, etc. Donc il faut vraiment essayer de développer ses capacités, de prendre l'initiative, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi le point de, voilà, donc pour la communication, ça ne s'apprend pas, ça s'apprend plutôt, mais c'est pas quelque chose d'inné. Voilà. Et donc, vous estimez que les ingénieurs ont à faire des efforts là-dessus? Oui, justement, pourquoi en général, on a le stéréotype d'un ingénieur ne sait pas vraiment communiquer? C'est parce que il a tellement d'équations, il a tellement de choses à gérer qu'il estime que le volet communication n'est pas important. Parce qu'en fait, dans le concours national commun qu'on passe, nous avons en fait maths 1, maths 2, donc deux matières en mathématiques, 2 matières en physique, une matière en chimie, une en informatique, donc c'est que des matières techniques avec des coefficients très élevés. Mais quand on arrive au français, parce qu'on ne fait pas que du français, on fait du français philosophique. Donc le français philosophique. C'était quoi votre thème, vous? Parce que moi c'était l'argent. Alors, notre thème, franchement, je ne me rappelle pas. Je vais pas parler, je ne me rappelle pas du tout, c'était. Je me rappelle pas. D'accord. Donc, voilà. Et le deuxième point de ma question, parce qu'on a parlé d'initiative, c'est la question que je vous ai posée, est-ce que les écoles font assez pour que justement leurs ingénieurs soient à point pour ce qui est de la matière communicationnelle? Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez pris à charge ou bien que vous leur conseillez de prendre sur eux et puis que ce soit de l'ordre de l'initiative personnelle? Justement, en fait, ça devrait être de la part des deux. Pour moi, ce n'est pas que le rôle de l'étudiant de faire son effort, mais oui, effectivement, il y a en fait un rôle primordial de la part des écoles. Je ne vais pas parler que des écoles d'ingénieurs parce qu'on trouve même des économistes qui ne savent pas parler. Donc, pour ne pas être trop rude avec les ingénieurs, voilà, pour ne pas trop taper sur les ingénieurs, mais on va parler école supérieure en général. Donc, pour les écoles supérieures, oui, ils se doivent de faire beaucoup d'efforts en termes de communication, etc. avec les étudiants. Je ne sais pas, insérer plus de modules de communication, insérer plus d'activités divertissantes, etc. Parce que ces activités-là... C'est le coefficient. Oui, parce que nous étudiants, vous êtes très calculateur. Exactement, on est calculateur, on ne pense qu'à réussir, entre guillemets, mais la vraie réussite, ce n'est pas d'avoir son diplôme, c'est réussir dans sa vie, c'est avoir une bonne carrière, etc. Donc ça, c'est la vraie réussite par contre. Mais est-ce qu'on a cette prise de conscience sortie d'école ou pendant l'école? On l'a pas forcément. Donc, voilà ce qui est dit, voilà qui a le mérite d'être clair. Oui. Comment dire? Alors, comme dernière émission, je vais vous demander si vous avez un message adressé d'abord à la jeunesse et puis à nos responsables. Si vous voyez que quelque chose mériterait d'être soulevé et puis rectifié dans le temps. Que diriez-vous? Vous avez le mot de la fin. D'accord. Donc pour les jeunes, oui, j'ai effectivement un message à leur faire passer. Donc je vais simplement leur dire de ne pas être sous l'emprise de la société, c'est-à-dire de ne pas ne laisser en fait personne vous dicter ce que vous devez faire. Essayez en fait de prendre l'initiative de dire votre mot haut, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cette passion d'aller à votre bureau, cette ardeur d'aller à votre bureau chaque jour, eh ben sachez qu'un changement professionnel s'impose. Parce que réellement, on ne peut pas aller à son bureau alors qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. Et donc, voilà, je le répète encore une fois, si vous n'avez pas cette envie d'aller à votre bureau, essayez de faire une pause et regardez ce qui cloche dans votre vie. Essayez vraiment de remettre tout en question. Et voilà, donc essayez en fait, si vous avez une idée à implémenter de start-up ou autre, lancez-vous.
parce qu'en fait, dernièrement, en fait, le volet financier ne se pose plus comme étant un problème. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce sens-là, que ce soit des fonds d'investissement, des crédits octroyés à des taux d'intérêt très très faibles, etc. Donc vraiment, le volet financier ne se pose pas. Et donc, si vous voyez que vous avez ce potentiel-là, cette boule d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, etc., de créer un projet quelconque, et ben lancez-vous. N'attendez pas le lendemain pour le faire. Ne procrastinez pas parce que c'est pas, ça tue en fait, ça tue cette énergie-là. Voilà, pour les jeunes, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Pour les responsables, effectivement, je rebondis au point de tout ce qui est système éducatif marocain. Donc, qu'on essaie un peu d'intégrer du terrain, le chantier, etc. dans la formation de l'étudiant, parce que un étudiant qui ne pratique pas ce qu'il a fait, il va forcément oublier d'abord ce qu'il a étudié, et deuxièmement, son insertion professionnelle après ne sera pas en fait efficace. Et donc, il vaudrait mieux faire des petites insertions pré-professionnelles pendant le cursus de l'étudiant pour ensuite faciliter son parcours par la suite et son cursus. Eh bien, merci beaucoup et je vous remercie d'autant plus que vous m'avez donné une idée d'émission, puisque je reviens toujours, et je le dis depuis le début, que je suis un peu influencé par tout ce jargon un peu scientifique. Je me rappelle du mot corrélation et que ça fait comme signe alpha, je me rappelle. Et puis, vous faites bien de soulever ce rapport entre la passion et puis le travail. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont dans le cœur leur métier, mais ils le font par simple obligation. Et là, bien sûr, on peut faire le lien avec les deux critères que vous avez cités en dernier lieu, l'efficacité et puis peut-être je rajouterai la productivité. C'est que c'est quand on aime qu'on donne, et ça semble tellement un lieu commun et simplé qu'on n'y revient pas à la lumière de la valeur ajoutée. Donc oui, bien sûr, ça il faudra vraiment y revenir, et bien sûr je penserai à trouver quelqu'un pour en parler. Et merci pour les réponses que vous nous avez livrées, et merci pour votre sincérité. C'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi c'est d'abord une émission pour jeunes. Et puis les jeunes ne sont pas, d'habitude ce sont des personnes qui sont pas très carrées, qui n'obéissent pas. Et ça rejoint votre lignée qui dit que il faut faire entendre votre mot, il faut que vous imposiez, si on peut dire les choses simplement. Et c'est ça ce que j'aime chez les jeunes. Il y a aussi ce principe pépite et boule d'énergie à travailler, et que bien sûr il faut savoir trouver place dans une société qui peut-être a un peu du mal à bouger par les personnes, non pas les personnes, mais les personnes moins âgées pour être plus gentilles, qui j'espère passeront le flambeau et se décomplexeront par rapport, et davantage par rapport à nous jeunes. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Et puis je vous remercie encore une fois, et je vous dis revenez quand vous voulez. Et chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau sujet à traiter. Au revoir.